Je fais partie de ces femmes qui, au début de leur mariage, devaient avoir une séparation de biens pour ouvrir un compte. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup de femmes s'engageaient. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire. Si une femme n'a pas contrôle de son budget, n'a pas contrôle de son argent, qu'est-ce qu'elle peut faire toute seule? Elle a tout simplement pas la conduite de sa vie. Hello et bienvenue à toutes dans Nous, les investisseuses, le podcast qui vous aide à investir en vous inspirant du parcours d'autres femmes investisseuses. Je suis Johanna, la RH qui parle de finances personnelles et d'investissement et qui vous aide à vous lancer pour avoir la vie que vous méritez. Investir, c'est bien plus qu'obtenir un prêt immobilier et acheter un bien. C'est plein d'autres moyens de générer des revenus passifs en faisant travailler votre argent à votre service. Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes ? C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Nous, les investisseuses. Dans cet épisode, nous allons parler de la fameuse crise de subprime et pourquoi c'est important de comprendre ce qui s'est passé avant de se lancer en bourse. Mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous à ma newsletter Le Rattrapage. C'est le rendez-vous bimensuel pour rattraper le cours d'éducation financière que vous n'avez pas suivi à l'école. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, c'était quoi la crise des subprimes? Donc revenons-en au contexte. C'était, on va dire, de 1990 à 2007, on était franchement dans une économie prospère. Bon, sans compter la bulle Internet en 2001. Tout se passait bien, l'économie était prospère. Mais ce qu'il y avait, c'est que il y avait des taux d'intérêt qui étaient bas. Je parle bien des États-Unis. Hein. Donc, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à prêter de l'argent à l'État. Donc, les investisseurs, ils cherchaient de quoi se mettre sous la dent, quoi. Et du coup, ils se sont retournés vers d'autres placements financiers. Notamment l'immobilier. Donc ce qui s'est passé, c'est que les banques, elles ont commencé à prêter et à prêter de plus en plus. Et ce qu'elles faisaient, c'est que forcément quand une banque elle prête de l'argent, c'est elle qui supporte le risque. Mais ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont vendu leurs créances à des investisseurs. C'est ce qu'on appelle la titrisation des emprunts immobiliers, qui ont été vendus justement sur les marchés financiers. Justement, pourquoi? Pour que les investisseurs puissent récupérer ces créances-là, mais c'est eux du coup qui supportaient la dette et qui supportaient le risque. Déjà, c'est quoi un subprime? Je vous ai même pas expliqué. Aux États-Unis, quand vous faites un emprunt immobilier, ce qu'on appelle le prime. Ça, c'est quand vous avez un risque de paiement qui est faible. Voilà, cadre en entreprise avec un salaire aisé, etc. Machin, pas de dette, voilà. Par contre, si le profit de la personne il est assez risqué, et là, ce qu'on va appeler un subprime, un emprunt risqué. Et donc du coup, les banques, ce qu'elles ont fait, c'est que elles ont elles ont octroyé beaucoup de subprime. Il y a eu beaucoup de demandes parce que du coup, les banques elles prêtaient beaucoup et il y avait beaucoup de demandes des investisseurs qui voulaient acquérir justement ces titres, cette titrisation, ces titres de créance. Et du coup, ce que ça a créé, forcément, quand il y a beaucoup de demandes, c'est la loi de l'offre et de la demande, il y a eu les prix de l'immobilier qui ont fortement augmenté. Ce qui a créé une bulle spéculative sur l'immobilier. Et comme toute bulle spéculative, au bout d'un moment, ça pète. Et c'est ce qui s'est passé. Milieu de l'année 2006, il y a eu de plus en plus de défauts de paiement. La Fed, qui est la banque centrale aux USA, elle a commencé à augmenter les taux d'intérêt et du coup, ça a eu des répercussions sur l'immobilier. Les personnes qui étaient déjà dans des profils très risqués, avec des profils de risque assez élevés, n'ont pas pu rembourser leur emprunt puisque les taux d'intérêt ont augmenté. Et du coup, c'est là qu'il y a eu, le début de la pagaille. Les banques, ce qu'elles ont fait, c'est que du coup, quand vous avez, même en France, quand vous avez un bien immobilier, vous devez souscrire à une garantie ou une hypothèque, si c'est plus simple pour ce terme-là. Ça se fait plus trop l'hypothèque, c'est la garantie, mais on va dire que c'est la même chose. Et du coup, ce qu'elles ont fait, les banques, c'est qu'elles ont saisi les biens des personnes, parce que c'était leur droit, parce que c'est elles qui ont prêté l'argent, et elles les ont carrément bradés, puisque le marché de l'immobilier s'est écroulé, a chuté, et les banques, de toute façon, elles s'en foutent que vous restiez avec le crédit sur le dos. Leur intérêt, c'est elles-mêmes, donc c'est de se rembourser le plus rapidement possible, donc se rembourser quoi qu'il arrive. Donc elles ont bradé et vendu les biens immobiliers qu'elles avaient saisis. Et juste pour vous donner une idée de ce que ça représentait, les subprimes, donc ces emprunts risqués, c'était 600 milliards de dollars. C'était 25%
enfin, un quart du total des crédits immobiliers. C'est pas rien. Que c'est pour ça que ça a créé tout ça et que ça a créé une crise, parce que c'était le casino, tout le monde faisait n'importe quoi. Et vraiment, là, le signal d'alerte qui a fait que ça a pété dans le monde, c'est la faillite de la banque d'investissement les plus anciennes et les plus puissantes du monde, Lehman Brothers, qui a déclaré sa faillite. Voilà. Juste après ça s'est propagé en Europe et aussi en France, bien sûr. Parce que en fait, les banques, elles étaient méfiantes entre elles, plus personne se faisait confiance, et du coup, elles rechignaient à prêter. Donc à prêter aux ménages, à prêter aux entreprises. Même entre elles voulaient plus se prêter de l'argent. Plus personne n'avait confiance en personne. Il y avait beaucoup de méfiance. Ça a créé une baisse de la consommation et de l'investissement, mais il y a plus de crédit, donc c'est compliqué. Une chute du PIB, une augmentation du chômage. Le chômage, il est passé de 5 à 10% aux États-Unis hyper rapidement. Et une augmentation de la dette publique. Et aussi une baisse des prix. Et c'est pas toujours bon d'avoir une baisse des prix. Alors au niveau des répercussions sur la finance mondiale et sur l'économie mondiale, voilà, là c'était vraiment de la spéculation pure, tout le monde voulait se faire du bif sur ce produit-là. Et les marchés boursiers, en fait, le problème c'est que ils ont été totalement décorrélés de l'économie réelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai dit, les prix, ils ont fait qu'augmenter à cause justement de ces produits financiers. Mais c'était pas le vrai prix sur le marché en fait, et ça a fait que augmenter. Et en plus, on a prêté à des personnes qui n'étaient pas forcément solvables. Donc les banques ont pris trop de risques. Et pourquoi c'est arrivé en Europe ? Déjà, c'est arrivé en Europe fin 2018, suite à l'annonce Lehman Brothers de leur faillite, et ça a été répercuté parce que en Europe, il y avait des détenteurs de titres subprime, il y avait des gens qui avaient investi dans ces produits-là. Ça s'est aussi répercuté dans les pays émergents, puisqu'il y a eu une fuite des capitaux étrangers, s'en est suivi une chute des cours des matières premières, donc vraiment ça a touché tout le monde, et au niveau mondial, il y a eu vraiment une baisse des échanges commerciaux. Maintenant, je voudrais quand même vous rassurer, voilà, on est en 2022, la situation a changé, et je voulais quand même vous parler des mesures de résolution et de protection qui ont été mises en place, justement par les différents États pour corriger le tir et redresser la situation. Donc les États qui étaient concernés ont mis en place des plans de relance massifs pour éponger tout ce bazar, en faisant quoi ? En baissant les taux directeurs des banques centrales, en faisant des politiques monétaires non conventionnelles, en fait, des choses en fait on dit plutôt inhabituelles si ça vous parle plus. Voilà, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, mais justement pour redresser la situation économique. Il y a eu aussi le financement justement pour sauver certains acteurs financiers importants. Ça a été notamment décrié, que les États ont financé des grosses banques. Mais justement, parfois il faut sauver le requin pour pas empoisonner tout l'océan. Je ne sais pas cette métaphore d'où elle vient. Et puis il y a eu aussi des plans de relance budgétaire qui ont été mis en place. Justement pour que ce genre de situation ne puisse plus avoir lieu, il y a eu des mesures de régulation des banques qui ont été mises en place, parce que du coup c'était le bordel et chacun faisait ce qu'il voulait. En fait, les banques étaient vraiment trop indépendantes et avaient trop d'autonomie. Donc aujourd'hui il y a plus de transparence, et a été mis en place ce qu'on appelle les réserves obligataires. Donc c'est des réserves financières. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les banques, elles doivent déposer auprès de leur banque centrale le même montant qui correspond au crédit qu'elles octroient. Donc, par exemple, je sais pas si une banque elle octroie 1 million de crédit, elle doit mettre 1 million auprès de la banque centrale, de sa banque centrale. Ça permet d'avoir un filet de sécurité. Et je voulais juste faire un petit focus sur la France pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne en France. Je pense que là, suite au Covid, etc., en 2022, il y a pas mal de mouvements. Il y a certaines mesures qui ont été mises en place, comme le taux d'endettement qui a été restreint encore plus, parce que le taux d'endettement il a toujours été à 33%, taux d'endettement max bien sûr, on n'est pas obligé d'aller au max, mais dans certaines situations les banques pouvaient aller au-delà pour des très bons profils. Maintenant c'est plus le cas, vraiment ça a été les conditions ont vraiment été durcies, les banques elles prêtent moins, mais elles prêtent mieux, vraiment aux profils qui sont, on va dire, solvables, vraiment très très solvables. La durée de l'endettement, elle a été réduite, donc la durée maximale d'endettement, elle a été réduite. Et voilà, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas vraiment de l'hypothèque, mais il y a la garantie, donc c'est comme une assurance, mais c'est pas vraiment ça. C'est un fonds qui permet justement de garantir les défauts de paiement. Il y a aussi l'assurance emprunteur. Voilà, il y a toutes ces choses qui sont mises en place pour justement éviter que si je sais pas il y a trop de personnes qui ne sont plus solvables, que ça puisse créer un bazar sur le marché.
voilà. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les États doivent agir vite quand, voilà, il y a un début de crise ou qu'il y a quelque chose qui se trame. Et c'est ce qui s'est passé en 2020, en fait, pendant la crise sanitaire. Les États ont réagi tout de suite, la même année. Et c'est ce qui a pu permettre de redresser la situation assez rapidement. C'est ça l'idée, c'est de vraiment réguler ce que font les banques, qu'elles puissent pas faire n'importe quoi, et aussi réagir, être réactif dès qu'on voit qu'il y a une situation qui peut s'envenimer. Maintenant, la leçon à retenir pour vous, comme toujours, c'est n'investissez que dans ce que vous comprenez et dans vos moyens, bien sûr, voire même en dessous, parce que comme je vous ai dit, un taux d'endettement c'est un montant c'est un pourcentage maximum. Vous n'êtes pas obligé d'aller au maximum. Et aux États-Unis, bah voilà, le problème c'est que les gens, enfin c'est un critère social, un critère de réussite d'être propriétaire. Et je pense que c'est le cas aussi en France. Et donc voilà, il y a des personnes qui avaient un rêve. On leur tendait ce rêve, voilà, c'est bon, ton rêve peut devenir réalité. Bah, les personnes ont saisi l'occasion, mais au moindre dérapage, maladie, perte d'emploi ou quoi que ce soit, bah, c'est la catastrophe. Voilà. Bon, je voulais pas vous faire, je vous ai pas fait trop triper sur cette histoire de crise des subprimes, mais je trouvais que c'était important d'en parler, vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Voilà, pour que vous puissiez en savoir un peu plus et voir aussi comment le marché fonctionne aujourd'hui. Surtout qu'en plus en France on est dans un système où on est très très protégé, notamment des produits spéculatifs de trading. Tant que vous investissez dans ce que vous comprenez, ça devrait aller, y compris dans l'immobilier, hein, bien sûr. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à rejoindre le rattrapage, la newsletter bimensuelle, et je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant. Et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de le lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.